Donc, bonjour à tous, je suis Sophie Schmidt, directrice des projets urbains de Link City Île-de-France. J'ai proposé aujourd'hui à la ville de Bagneux, représentée par Madame le maire de Bagneux, Marie-Hélène Amiable. Merci Madame. Merci. Au propriétaire du site des Mathurins, représenté par Madame Stéphanie Cassiola, responsable des fonds immobiliers de LBO France, ainsi qu'à l'agence d'urbanisme Reichen et Robert et Associés, représentée ici par Monsieur Bernard Reichen. Je leur ai demandé de venir témoigner de l'état d'avancement de leur coopération pour la production d'un des plus grands projets urbains partenariaux de France, comptant parmi les grands projets de la métropole du Grand Paris. Link City Île-de-France, que je représente, est partenaire du projet et assiste le propriétaire. Je conduirai ici l'interview. Madame le maire, en 2012, il est annoncé que la direction de l'armement, locataire du site des Mathurins, va partir à Balard. Ce site de 16 hectares, qui représente 4,3% du territoire de la ville et 2500 emplois, va donc devenir vacant. Comment avez-vous intégré ce projet supplémentaire, et un peu inattendu, dans les enjeux de développement de la ville, et quels sont les outils que vous avez utilisés ? Écoutez, bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Écoutez, d'abord, peut-être vous dire qu'effectivement, ce n'est pas un projet sur lequel nous avions prévu de travailler il y a encore quelques années. Et puis, on a décidé avec le propriétaire d'en faire, vous m'entendez bien, d'en faire un atout pour notre ville. Quand il se passe un événement comme ça, sur un site de cette importance, la question pour nous est de ne pas rester comme ça, en se disant bloqué, en se disant oh là là, il y a une catastrophe qui arrive. C'est pas une catastrophe, c'est 16 hectares à développer sur la ville. Alors c'est vrai que la ville est une ville de 40 000 habitants. On a déjà un très très gros projet qui est la ZAC Écoquartier Victor Hugo, puisqu'à Bagneux va arriver donc deux métros, le prolongement de la 4, donc de la ligne 4 de Mérines-Montrouge jusqu'à Bagneux donc en 2020. Et puis en 2022, donc une interconnexion avec la ligne 15, la gare du Grand Paris. Donc se développait déjà sur la commune un projet extrêmement important, un écoquartier Victor Hugo, avec environ donc 1500 logements, plus de 150 000 m² d'activité économique, donc un projet extrêmement structurant pour la commune. Nous avons souhaité, donc, avec le propriétaire sur ce site de 16 hectares, se dire, voilà, on n'est pas dans un projet qui est un projet concurrent à celui des métros, mais un projet qui doit être un projet complémentaire et un projet qui doit être un projet exemplaire. Exemplaire pourquoi ? Parce que ce site, si vous connaissez un petit peu la physionomie, c'est un site qui est en promontoire, donc qui a une qualité et un cadre de vie qui sera exceptionnel demain. Nous avons donc travaillé avec le propriétaire sur des objectifs d'aménagement donc, de ce site. Y accueillir donc bien sûr des logements diversifiés, avec toute typologie donc, de logements, 2800 logements. Faire de ce site qui était un site auparavant, un site exclusivement économique, y garder donc une composante économique importante avec l'objectif d'y accueillir donc 4000 emplois. Et ce qui veut dire accueillir 4000 emplois, travailler donc à une desserte du site depuis le pôle gare qui soit une desserte qui permette donc aux futurs salariés et bien sûr aux habitants de rejoindre ce site de manière extrêmement rapide. Et puis bien sûr des équipements publics et notamment donc un lycée, puisque la ville de Bagneux est une ville qui est en plein développement. C'est la ville la plus jeune du sud des Hauts-de-Seine et elle n'a pas de lycée d'enseignement général. Et donc nous allons discuter avec le propriétaire sur la possibilité que soit dégagé dans le projet 1 hectare du terrain mis à disposition de la région Île-de-France pour y construire donc un lycée d'enseignement général. Donc, et bien sûr, un projet qui se veuille aussi exemplaire en matière de développement durable. C'est une question pour nous importante. La ville vient d'être reliée à la géothermie. On vient d'installer 12 km de réseau de géothermie. Donc, c'est aussi une potentialité donc, importante pour ce site. Et puis, bien sûr, la place des cheminements doux, des cheminements cyclables. En fait, on va, avec ce site, complètement, c'est un site aujourd'hui
qui est soustrait donc aux habitants depuis plus de 60 ans. C'était un site protégé, fermé. Aujourd'hui, il s'agit donc de l'ouvrir entre le centre et le sud de la ville, donc avec la création évidemment de nouvelles voiries, donc d'une vraie tramviaire qui est importante. Ce que nous avons peut-être rajouté, évidemment, nous sommes aujourd'hui dans la vallée de la Bièvre. Hein, donc nous avons travaillé aussi ce projet avec nos partenaires de la vallée scientifique de la Bièvre. Et nous sommes dans notre nouveau territoire depuis le 1er janvier 2016, donc Vallée Sud, Grand Paris, un territoire qui s'étend donc de Montrouge à Antony. Donc pour ce faire et pour que le projet puisse voir le jour, il y a 2 éléments importants, évidemment. C'est d'abord d'avoir un plan local de l'urbanisme qui permette son développement. Et donc, nous avons donc travaillé à la révision de notre plan local de l'urbanisme. Ça y est, il a été adopté par le territoire donc fin septembre. Donc, nous avons maintenant donc, les outils nécessaires à la réalisation de ce projet. Et nous avons fait donc une OAP, bien sûr, sur le site des Mathurins. Voilà peut-être ce que je suppose que le temps est compté. Donc ce que j'avais envie de vous dire essentiellement donc, sur ce projet, donc c'est pour nous un projet phare pour la ville, je le redis, complémentaire, inédit aussi dans le type de partenariat que nous avons, puisque vous l'avez compris, ce n'est pas un aménagement avec une ZAC, mais c'est un partenariat donc public-privé qui se veut donc avantageux donc pour les 2 parties, pour les habitants de la ville bien sûr qui méritent le meilleur et qui méritent donc cette construction de projet partenarial, et puis pour ce propriétaire privé qui nous accompagne et qui accompagne la ville dans ce beau projet de développement. Merci Madame le maire. Stéphanie Cassiola, ce projet est donc caractérisé par un investissement privé sur un site de grande taille. C'est encore rare aujourd'hui. Quels sont les critères qui ont permis cette initiative privée et comment avez-vous organisé la collaboration avec la ville ? Alors effectivement, comme l'indiquait Madame le maire, on s'est positionné sur le rachat du site très en amont du départ de la DGA, 4 ans avant. Et donc Sophie, tu me demandes quels sont les critères qui nous ont conduits à être propriétaires de ce foncier de grande ampleur, 15 hectares pour les investisseurs financiers que nous sommes, c'est quand même un projet de très grande taille. Clairement, c'est un élément très structurant, le fait que nous avions une visibilité sur le départ du locataire et que nous ayons 4 ans pour pouvoir travailler sereinement le projet, main dans la main avec la ville. Le deuxième élément très structurant, le deuxième critère, c'est effectivement la démarche partenariale avec la ville, je pense assez inédite à l'échelle francilienne, voire même à l'échelle nationale, je pense. C'est-à-dire, dès l'acquisition, effectivement, nous avons signé avec la ville une convention d'objectifs, donc avec la ville et ses différents partenaires territoriaux, une convention d'objectifs qui a vraiment permis de déterminer, de définir les fondations de notre collaboration dans les 4 années à venir pour pouvoir réfléchir au redéveloppement du projet. Cette convention d'objectifs, clairement, ça a été pour nous les prémices d'une gouvernance concertée. Il faut savoir que nous, depuis 4 ans, on est quand même en réunion avec la ville, les élus, les services, au moins une fois par semaine, ce qui, je pense, sur la durée, reste quand même assez exceptionnel. Cette gouvernance concertée, comment on l'a mise en œuvre? Donc, il y a différents partenaires. Il y a tout d'abord un pôle de partenaires privés, parce que le partenariat, il est double. Dans le partenaire privé, il y a l'investisseur que nous sommes. Il y a notre bras armé, on va dire, développeur urbain Link City, puisque nous n'avions pas cette compétence-là en interne. Et puis, bien évidemment, Bernard Reichen, que nous avons choisi en accord et en concertation avec la ville de Bagneux. Donc, il y a ce pôle de partenaires privés. Et puis, bien évidemment, un pôle aussi de partenaires publics entre la ville, la région, le territoire. Et puis, comme Madame le maire l'a dit, l'État au travers du futur lycée. Dernier élément, et puis je m'arrêterai là parce que je sais que le temps est compté, c'est ensuite la déclinaison juridique de ce partenariat. Comme l'a dit Madame le maire, en tant que propriétaire privé, nous avions certains objectifs. La ville
et les collectivités publiques avaient également certains objectifs. Et donc, nous avons choisi le cadre du PUP, projet urbain partenarial, qui, de notre point de vue, était le meilleur outil juridique pour pouvoir répondre tant aux enjeux qu'aux objectifs des différentes parties en termes de calendrier, de flexibilité, de sécurisation financière de l'opération. Et je crois qu'un PUP à cette échelle-là, c'est également très innovant. Alors, les objectifs de calendrier sont ceux-là. Donc, le plus est fait. La signature du PUP, c'est pour le trimestre suivant. Les dépôts des permis, c'est pour le milieu de l'année prochaine. La livraison de la première école Rosenberg, qui est à la fois pour les Mathurins et à la fois pour les citoyens habitant déjà Bagneux, 2019. Et en suivant, 2019-2020, la livraison des 700 premiers logements de la phase 1. Bernard Reichen, comment avez-vous répondu aux enjeux de connexion et de désenclavement de ce site et quelle forme urbaine avez-vous proposé pour cette programmation ? Bon, déjà je voulais dire qu'on est ravis de participer à une aventure exceptionnelle. Ça fait maintenant plus de 2 ans que l'on travaille ensemble sur une sorte de partenariat tout à fait particulier. Et je pense qu'à Bagneux, il y a un petit peu une convergence de deux éléments. Le premier élément, c'est cette constellation que vous avez à l'image actuellement, c'est-à-dire qu'il y a une conjonction d'événements qui font que les Mathurins et les gares vont se développer au même moment, la plaine et le plateau, et que ces éléments viennent croiser une installation historique, l'ancien village de Bagneux, et qu'on voit bien que ce sont des formes urbaines totalement différentes, mais qui font, je pense, le grand intérêt de cette ville de Bagneux, qui associe des époques différentes, des façons de vivre différentes, et que toute la question, c'est de les mettre en réseau et de les faire vivre ensemble. Donc voilà les polarités, voilà la logique urbaine qui est très sensible à notre époque. Je crois que quand on voit ce qui se passe sur Habiter Paris d'abord et sur la question d'inventer la métropole maintenant, on est lancé dans une logique de constellation et dans une logique de travail privé-public tout à fait particulière. C'est une façon de faire et d'inventer l'urbanisme qui fonctionne en premier lieu par les transports, c'est-à-dire qu'on a toujours ce problème du ou des derniers kilomètres et que depuis la gare de Bagneux, depuis les gares de Bagneux, qui va être un pôle tout à fait exceptionnel, il faut réussir à se connecter, à relier le plateau, à relier les RER avec une logique topographique qui, dans l'histoire, n'a pas été favorable à cette action. Enfin, il y a 2 choses. Il y a d'abord la logique topographique et puis le fait que ce terrain de la Thomson, comme on disait, et la Direction générale de l'armement, était enfermé derrière ces barbelés et que c'était un terrain militaire, donc que tout le monde ignorait tout. C'est un élément évidemment essentiel de rétablir cette pièce. La première chose, c'est la connexion. Donc la connexion par les transports en commun et la connexion par les circulations douces. Je pense que ce projet va être l'occasion de créer un vaste réseau de circulation douce et de chemins verts à l'intérieur de la ville. Et c'est pour ça que la Côte 103, ce parcours entre le village ancien, le nouveau projet qui va révéler ce belvédère de Bagneux que personne ne connaît à cause de ces barbelés. Alors, Côte 103, c'est un petit côté guerrier, parce que c'est la reconquête de la Côte 103. Il va falloir enlever ces barbelés, éradiquer tout ça, pénétrer à l'intérieur. Ça fait un peu Deuxième Guerre mondiale, mais enfin, disons que l'ambiance l'objectif est beaucoup plus pacifique que cela. Il s'agit de créer un parcours de 3 km qui fédère les quartiers sud, qui fédère le village ancien et qui structure le projet des Mathurins. Et ce parcours accroche, si je peux dire, une trentaine d'hectares d'espaces verts qui sont magnifiques, qui sont bien situés, qui sont associés à cette organisation géologique du plateau, mais qui pour le moment sont un peu déconnectés parce qu'ils se terminent sur rien du tout, c'est-à-dire sur une barrière.
Donc c'est une vraie révolution urbaine, c'est une vraie révolution humaine. Le parc du Belvédère, au cœur du projet, est un peu la racine de la conception. Cette conception, elle est basée sur la continuité des espaces naturels, mais elle est basée aussi sur l'idée d'habiter l'horizon. Franchement, je vous conseille d'habiter la côte 103 parce que les vues sur le sud francilien sont absolument magnifiques. On accroche Paris, on accroche tout. On a un sentiment formidable qui est exploité dans le projet en faisant en sorte, par exemple, que toutes les voies, toutes les circulations, tous les parcs, tout débouche sur l'horizon. C'est-à-dire on a vraiment, s'il fallait définir un élément du concept, c'est l'idée de l'espace ouvert. Le programme lui-même, c'est une densité de 1 au micro-territoire, 15 hectares, c'est plus grand qu'une pièce urbaine, c'est plus petit qu'un territoire, mais disons que cette densité de 1 territoriale, vous avez ici sa répartition entre à peu près un tiers, 2 tiers entre le logement et l'activité. C'est le siège de Thomson, ce qu'on appelle le bâtiment Y. C'est un bâtiment de Jean Villerval. C'est un des plus beaux bâtiments de Villerval et c'est celui que personne n'a jamais connu, ni jamais vu, ni jamais publié, simplement parce que c'était un domaine militaire et qu'il a été blacklisté dans toutes les revues, il n'a jamais pu le montrer. Et ce bâtiment, on va le réhabiliter, on va le réinsérer à l'intérieur du projet et en faire un des éléments d'accroche du récit urbain futur. Ensuite, quelques images un peu rapides pour dire que le contexte ici, c'est toujours une équation résolue entre un élément de site, une situation et un projet. C'est-à-dire que c'est vraiment une équation, ce n'est pas un contexte qui est donné, c'est un contexte qu'il faut construire. Ça commence par cette idée de la rue des Mathurins, qui est pour le moment fermée par une barrière et qui va se réouvrir naturellement, et par l'installation d'un grand comte. C'est la tradition de ce lieu. C'est évidemment sujet à un certain nombre de conditions, dont la question des déplacements, mais la volonté, c'est de rétablir une unité tertiaire ou tertiaire activité de grande ampleur, qui soit un petit peu cette entrée de la rue des Mathurins. Ensuite, on a une question d'articulation urbaine. Donc vous avez, derrière la photo, vous avez ce qui s'appelle les stèles, c'est-à-dire 7 bâtiments des années 60 que je considère à titre personnel comme exemplaires en termes d'installation et d'implantation. C'est moins vrai sur la question thermique, mais disons que ça se réglera un jour. En tout cas, ces stèles font partie du patrimoine balnéolais. Et puis, vous avez des bâtiments nouveaux, vous avez des pavillons, vous avez tout un ensemble d'insertions. Et donc, cette image du débouché de la rue de la Sarrazine est une image qui montre que chaque lieu va être un assemblage, un collage entre de l'existant, quelques bâtiments signifiants, des articulations bien traitées, des hauteurs et des matériaux bien traités, et qu'on a chaque fois un contexte. C'est pas un contexte, c'est une multitude de micro-contextes qui vont faire que ce récit urbain va être à la fois projeté dans le futur et inscrit dans la réalité du projet. Donc voilà en quelques images et de façon très subliminale un projet qui est un projet assez savant par sa méthode de travail, par le compagnonnage dans lequel on s'est installé. Et je dois dire que c'est un grand plaisir de travailler l'urbanisme aussi finement et, si je peux dire, en circuit court, avec des gens très impliqués dans la réalisation du projet. Merci Bernard. Est-ce que Stéphanie, Madame le maire, vous souhaitez ajouter quelque chose ou apporter votre conclusion personnelle? Sinon, on passe aux questions. On va passer aux questions de la salle, s'il y en a. Non, à 11h, on est réveillé normalement. Non, mais une question.
Je ne sais pas s'il y a un micro qui passe dans la salle. Sinon, levez-vous, présentez-vous, s'il vous plaît, parlez très fort. Ce réseau de circulation douce, il est entièrement connecté aux infrastructures, c'est-à-dire qu'il ramène vers le village historique, il ramène vers les gares, il est coordonné avec un système de chronobus, enfin de bus rapides, qui sera implanté sur le site selon un tracé qui est en cours d'étude avec le STIF. Et ensuite, sur le côté ouest, on va rattraper la coulée verte de la vallée de la Bièvre, qui va ramener jusqu'à Paris. Donc, c'est l'idée de fabriquer un grand réseau à partir des lieux de développement de la ville. Alors, il y a le projet dans le site et le projet hors site. C'est pas tout à fait pareil, mais disons que l'intérêt de la démarche actuellement, c'est qu'on peut conjuguer les deux pour arriver à fabriquer à terme un dispositif urbain qui soit évidemment beaucoup moins routier. La voiture reste l'invité de ces territoires, comme partout, mais notre idée est toute simple, ce n'est plus elle qui décide l'espace urbain. Concernant le PUP, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur le programme qui finance et comment il a été établi? Alors, le projet, le PUP n'est pas encore évidemment finalisé, hein. Ce que nous travaillons, je vais peut-être le dire de manière un peu abrupte, c'est que voilà, ce projet d'aménagement extrêmement important, en gros, il coûte le moins possible à la ville. Parce que vous connaissez l'état des finances publiques aujourd'hui et des finances des collectivités locales. Donc c'est une question évidemment extrêmement importante pour nous, puisque nous n'avions pas prévu, la ville n'avait pas prévu dans son programme pluriannuel d'investissement, d'investir sur cette portion de territoire, puisque nous étions déjà sur des gros investissements, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, notamment autour de l'arrivée des métros avec des équipements publics, hein. On livre par exemple dans la ville deux nouveaux groupes scolaires pour septembre 2019, donc il faut financer, et le projet des Mathurins va en financer donc une partie, celle de l'école du centre-ville. Donc il s'agit donc de réfléchir en termes de voirie, d'écoles nécessaires à la réalisation de ce projet, donc un projet urbain partenarial qui permette donc le financement de ces équipements. Et c'est donc ce à quoi nous travaillons, sans rentrer évidemment dans le détail puisque j'ai pas le temps là aujourd'hui. Ça sera un PUP qui sera tripartite, hein, donc entre le propriétaire, le LBO, donc la ville et le territoire, puisque c'est Vallée Sud Grand Paris, hein, qui a la compétence aujourd'hui, donc à nos côtés. Donc on a discuté évidemment avec le territoire, et c'est pour ça qu'on aura donc un PUP donc, qui sera tripartite, et donc qui aura pour ambition donc, de financer les équipements publics et les voiries nécessaires à la réalisation. Il y a un parc, hein, aussi, on n'est pas revenu dans le détail, mais vous avez vu qu'il y a un parc de 2 hectares 5 à aussi financer, parce qu'il y a une extension d'un parc existant, d'un parc un peu emblématique dans la ville. Donc évidemment, le PUP doit définir très précisément les financements de chacun et l'apport de chacun, mais l'objectif pour la ville, je le dis comme maire, c'est évidemment que la ville finance le moins possible, et donc le projet réussisse à s'équilibrer. Donc c'est une question aussi importante, réussisse à s'équilibrer et à être le moins coûteux pour la commune. Peut-être Stéphanie voulait... Oui, juste peut-être ajouter que nous, en tant qu'investisseurs, c'était une donnée qu'on avait intégrée dès le départ. Et je pense que c'était très important. Quand j'ai parlé de la convention d'objectifs et de la démarche partenariale dès le départ, il n'y a pas eu de malentendu. Dès le départ, on avait quand même cadré les sujets, et ce sujet de contribution au financement des différents équipements avait été intégré en amont. Moi, je voudrais savoir, en tant qu'investisseur, vos critères financiers pour intervenir, et est-ce que pour vous, c'est un modèle reproductif sur d'autres sites? Parce que la question de la place des investisseurs
Oui, tout à fait. Effectivement, pour nous, c'est vraiment le premier projet d'aménagement que nous ayons fait, puisque effectivement, pour les investisseurs privés, sur la plupart des investisseurs privés, le problème des projets d'aménagement, c'est la durée et le portage. Et donc, quand Sophie m'a demandé quels étaient les critères qui nous avaient conduits à nous positionner sur ce foncier, très clairement, c'est parce qu'au moment de notre acquisition, le site était encore occupé 4 ans. De telle sorte que le loyer que nous percevions de la DGA nous permettait de financer le portage passé au cours des 4 dernières années, mais également le portage et les études à venir, le temps que le développement de ce site s'enclenche. Donc effectivement, est-ce que c'est reproductible ? Je ne sais pas. En tout cas, l'investisseur privé que nous sommes n'aurait jamais pu se positionner sur un projet de cette ampleur sans aucun revenu financier et donc avec un portage d'un foncier vacant pendant aussi longtemps. Eh bien, c'est l'heure. Merci beaucoup. Au suivant. Très bien.